Il est 9h38, vous êtes toujours sur les ondes des Aurores Montréal à CBL 101.5. Je suis présentement accompagné de Michel Binette, chroniqueur philosophique. Nous parlerons aujourd'hui de sociopolitique. Bonjour Michel, ça va bien? Bonjour, oui, ça va et toi? Très content, oui, ça va très bien. Content de te recevoir encore aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on commence, ça peut être très large, peut être très long, mais qu'est-ce que la sociopolitique en général? Comment est-ce qu'on peut traiter ça avec les gens? Ben, c'est un bon point de départ parce que quand on parle de sociopolitique, évidemment, il y a le socio-social et politique qui vient de police. Donc, qu'est-ce qui concerne la cité, mais sociaux avec les autres. Donc, c'est en philosophie, comme on se questionne sur la vie, sur le sens, et on ne peut pas éviter, plutôt on ne peut pas passer à côté du fait qu'on vit en collectivité, on vit avec d'autres. Donc, il y a un questionnement sur ce qui constitue les interactions, le pourquoi, quel est le meilleur rapport entre nous et pourquoi, et vers où on va, en fait, ensemble aussi. Et pourquoi c'était important pour toi de traiter de ce sujet-là aujourd'hui? Ben, justement parce que je pense qu'à toute époque, l'aspect social est fondamental parce que on voit les conséquences visibles de ces interactions. Il y a parfois des moments que ça se passe bien, parfois des moments que ça se passe moins bien. Donc, on veut savoir, est-ce que c'est mieux que ce soit harmonieux, les rapports entre nous, ou que ce soit une division, ou, je pense que le dire, ça parle par soi-même. Et je pense qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait, une harmonie ou une harmonisation des destins communs, si on veut, dans une société. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est quoi les moteurs derrière ça? C'est vers où on s'en va ensemble, en fait, aussi. Lors de notre dernière chronique ensemble, on a parlé d'éthique et de morale. Ouais. Il peut y avoir un lien entre la sociopolitique et l'éthique. En quoi ça consiste, ce lien-là? En effet, comme la société constituée d'individus, donc l'éthique et la morale concernent plus l'individu. Donc, et dans une collectivité, c'est constitué d'individus. Donc, quand on parle d'éthique et de morale, c'est en lien avec comment on se comporte dans une société, mais aussi en lien avec nos valeurs, la partie éthique, ce qui est interne à l'être humain, ce qui nous aspire, ce qui nous inspire, ce qui nous appelle comme être humain, vers où je veux aller, une espèce d'idéal vers lequel je veux aller. Et c'est souvent quelque chose qui est bien, en fait, parce que c'est souvent quelque chose qui nous inspire à être meilleur, à être un meilleur être humain, à être souvent plus courageux, plus généreux, plus authentique, plus soi-même, plus en accord avec nos valeurs. Et donc, dans une société, c'est intéressant que plusieurs individus soient en lien avec leur propre éthique personnelle. Donc, si on veut, c'est une éthique de société ou de civilisation, si on veut. Vraiment, puis tu parles de société, puis vivre en société, ça peut être un défi parce qu'il faut harmoniser les différences. Ouais. Comment est-ce que la philosophie peut nous aider dans ces cas-là? En effet, parce que de chercher cette harmonisation, cette direction commune, ça nous amène à creuser, c'est-à-dire vers où on s'en va en tant qu'humanité, en tant qu'être humain. Donc, la philosophie nous aide à aller vers les sources et à voir au-delà des différences entre les êtres humains, parce que souvent, on se rend compte que malgré qu'on parle, entre guillemets, différentes langues, on parle de la même chose. C'est la même chose si on a des idéaux. Souvent, ils peuvent avoir l'air en contradiction avec d'autres, mais si on s'ouvre, on ouvre un dialogue dans le sens de dialogos, deux intelligences, deux personnes qui se parlent avec le cœur, en fait, et de voir qu'au-delà des différences, on parle peut-être de la même chose. Donc, c'est juste qu'on ne voit pas de la même couleur. Mais lorsqu'on ouvre un dialogue, on peut se rendre compte que finalement, on va dans une même direction. Donc, et dans la sociopolitique, on parle souvent aussi de cette interaction de ceux qui, conduisent et les gouvernants et tout ça. Donc, ça inclut tout ça. Donc, au niveau gouvernant, on va voir peut-être avec certains grands philosophes comme Confucius ou Platon qui nous ont laissé des enseignements intéressants là-dessus, ou fondamentaux, je dirais même là-dessus, sur la bonne formation des gouvernants et des dirigeants, en fait. On va y revenir justement à ces grandes personnalités de la philosophie-là, mais avant, je voulais te poser la question, est-ce que c'est difficile parfois d'harmoniser ces différences-là, ou ça peut être facile? Ça dépend toujours d'où on part, c'est-à-dire est-ce qu'on s'ouvre au-delà du fait que l'autre voit la perspective, les choses totalement différentes de la mienne. C'est sûr que ça peut être au début difficile de s'ouvrir et d'ouvrir un dialogue.
Et des fois, il y a des fermetures de chaque côté, donc il n'y a pas il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est pas évident, et c'est pour ça que c'est un défi de faire ce travail-là. Mais ça se fait petit à petit au quotidien, en fait. C'est pour ça que ça demande un entraînement, c'est pour ça que la philosophie est si importante, en fait. Platon en a parlé dans son livre « La République nous parle de sociopolitique ». Ouais. Quels enseignements seraient encore utiles aujourd'hui de ce livre-là? Oui, ben le livre La République est un des fondements, plutôt un livre majeur de Platon qui a laissé des traces encore jusqu'à aujourd'hui, bien qu'on les voit pas, là, mais au niveau politique, c'est-à-dire il a mis un peu les bases, les fondements de la politique gréco-romaine, si on veut, et romaine, et ensuite de toute la civilisation occidentale. C'est pour ça qu'on le connaît encore aujourd'hui, en fait, parce qu'il a mis les bases. Donc, qu'est-ce qui est fondamental? Parce que il nous parle de l'individu, à la fois de l'individu, un peu en lien avec ce qu'on a vu, l'éthique et la morale, de cette formation intérieure, la formation du caractère de l'individu, mais aussi de l'éducation. Parce que lorsqu'on se rend compte qu'il y a l'importance que l'être humain rencontre son idéal, rencontre qui il est, en fait, qui on est réellement, qu'est-ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qu'on veut faire, vers où on veut aller, ben il doit y avoir une éducation qui permette que ça se passe. Éducation dans le sens classique, qui veut dire educare ou educare, qui vient du latin, et qui veut dire faire jaillir de, faire sortir de. Donc Platon nous parle de quelles sont les conditions favorables dans une société pour que ça se passe de façon naturelle, en fait. Donc, c'est ça le sens de la justice qui nous parle, parce que la justice, ça apparaît dans une collectivité. La justice, c'est que tous puissent croître, tous puissent avancer. Et l'injustice apparaît quand des individus sont défavorisés par rapport à d'autres ou plus libres par rapport à d'autres parce qu'ils peuvent difficilement rencontrer leur idéal versus d'autres qui seraient plus en lien, plus libres et même vont plus exploiter les autres. Donc, c'est ça le sens de la justice. C'est que tout être humain ait un accès égal au ciel, pour prendre une analogie avec que Platon nous parle, c'est-à-dire le ciel, le soleil, c'est-à-dire l'être. C'est dans le sens symbolique, évidemment, mais c'est-à-dire qui on est. Qu'est-ce qui peut être éveillé en nous qui nous inspire et nous aspire, en fait. Tu parlais de Confucius tout à l'heure. Il nous a aussi parlé de l'importance de l'éducation dans la cité, de la formation des gouvernants. C'est quoi les aspects importants pour un dirigeant? Confucius, on aurait tout intérêt à redécouvrir ses enseignements aujourd'hui, parce que, en effet, il nous parle de la formation des gouvernants et de ceux qui dirigent. Et ça s'adresse à nous tous, parce que c'est pas juste les dirigeants qui sont au Parlement ou peu importe. Qu'est-ce qu'il expliquait dans Confucius? C'est ça. Et ce qui nous dit, en fait, que tout individu, on a tous un rôle, à un moment donné, de leader à jouer. C'est pas dit comme ça nécessairement, je paraphrase, mais dans le sens où on a tous à conduire. Que ce soit dans une équipe de soccer, dans la famille, on a un rôle de leader au travail, peu importe. On a tous un rôle à un moment donné à jouer de conduire d'autres dans une équipe. Donc, mais ce qu'il nous dit, c'est que ceux et celles qui conduisent, doivent d'abord se conduire eux-mêmes. Donc, apprendre à se conduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire conduire nos propres impulsions, Parce qu'imaginez quelqu'un qui se met constamment en colère dès que quelqu'un le contredit, c'est sûr qu'au niveau de conduction d'un groupe, tu vas être confronté à des gens qui pensent pas comme toi, à des gens qui sont opposés, des gens qui voient autrement. Donc, c'est sûr que si tu te mets en colère, tu vas devenir un peu tyrannique, tu vas devenir un peu autoritaire, un autocrate, et donc tu vas imposer ce que tu veux. Bien que ça peut être bien, mais si tu n'arrives pas à bien ouvrir un dialogue avec les gens ou conduire ce qui peut t'énerver, en fait, intérieurement, tu dis, on va se calmer, on va écouter les autres, puis tu vas pouvoir conduire une équipe d'une meilleure façon, en fait. Je reviens avec ma question. Est-ce que ça peut être difficile à travers la philosophie, apprendre à bien se conduire dans une organisation, une équipe, un groupe, une société? C'est ça. Et je vais juste faire un petit pas en arrière avec Confucius qui nous dit que le bon gouvernant doit être, au niveau des qualités d'un bon gouvernant, il doit être aimable, aimer le peuple et chercher à l'élever. Il doit être un exemple de travail, d'éthique, de morale. Donc, c'est bien d'autres choses, mais vous voyez un peu, c'est un peu un modèle qui est difficile de voir, peut-être. On en voit de temps en temps, mais très peu. Ils sont rares, mais on aurait tout intérêt à le redécouvrir pour ça. Et pour revenir à ta question, au niveau dans des organisations, mais ça revient toujours à ce qu'on a vu la dernière fois, au niveau éthique, c'est-à-dire de se questionner, de s'interroger soi-même sur
mais qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me limite, qu'est-ce que j'aime moins chez moi, non pas pour se juger, mais pour essayer de travailler. Il y a quelque chose qui des fois qui peut nous bloquer, qui nous énerve. OK. Mais si on arrive à débloquer ça tranquillement, on devient plus tranquille avec les autres, plus calme avec les autres, plus centré avec les autres. Et je dis pas que c'est un travail facile, mais la philosophie nous amène à essayer de prendre un peu d'élévation pour voir les choses d'une autre perspective. Comment faisait-il dans les anciennes traditions, comme par exemple l'Égypte ancienne, qui a eu une civilisation d'environ, je sais pas, 3000 ans? Ouais. Ben, c'est une bonne question parce que si on observe la culture et la civilisation dans laquelle on est, avec la vision du monde qu'elle a, tu sais, dans le monde dans lequel on est, ça a peut-être 300 ans, avec la vision un peu mercantile d'affaires et puis d'exploitation et puis qui est pas mauvais en soi. Ça nous a amené énormément de confort, on s'entend, la civilisation dans laquelle on est. Et on est bien, mais il y a eu pire que ça dans l'histoire de l'humanité, on s'entend, dans les conditions de vie. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui commence à émerger que on pourra peut-être pas continuer comme ça encore 300 ans à exploiter, à surexploiter avec une vision plus individualiste des choses. Donc on voit que ça peut amener des problèmes. Donc il faut comme réajuster le tir peut-être, de savoir vers où on s'en va. Et les anciennes traditions peuvent nous enseigner en effet, parce que comme l'Égypte que tu as nommé, en fait, c'est intéressant lorsqu'on va au niveau des enseignements qu'ils ont laissés, au niveau philosophique et même au niveau spirituel, dans le sens où qu'est-ce qui nous enseigne, c'est que chaque individu, chaque être humain avait sa place, avait son rôle à jouer, bien que, si on observe l'histoire, c'était pas tout rose tout le temps, il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire. Vers la fin de l'Empire égyptien, si on veut, ou plutôt le royaume d'Égypte, l'esclavagisme a apparu plus, et puis tout ça, mais au début, c'était pas comme ça. Il y avait des très bonnes conditions de travail, par exemple, avec les gens. Il y avait beaucoup de place pour chaque conscience qui naît de se développer, de croître. C'était pas des élitistes, si on veut. Est-ce que tu penses on va y arriver de pouvoir reculer peut-être à dire wow, là, on pourra pas continuer comme ça, là. Je pense que ça va se passer ou qu'on va courir à notre perte? C'est une bonne question et on observe la philosophie nous parle que l'être humain peut apprendre de deux façons, soit avec la douleur, soit par l'intelligence. Mais souvent on fonctionne par la douleur, c'est-à-dire qu'il faut se rendre au bout du rouleau et être en crise pour finalement se réveiller. Mais il faut espérer que l'intelligence domine, c'est-à-dire qu'elle prenne la place, c'est-à-dire vers quoi on doit aller, vers quoi on peut aspirer de meilleur, de mieux et de meilleur comme être humain et comme civilisation, en fait. Je parlais de l'Égypte tout à l'heure. Si on prend la Rome ancienne, par exemple, ça peut être différent comme approche? Ouais, c'est sûr que c'est un autre. On sent que c'est déjà un autre type de civilisation. Carrément. Si on veut. Mais avec quand même une vision de l'être humain, comment je dirais, qui a sa place et puis qui était pas parfaite non plus. Hein. Aucune civilisation n'a été parfaite. Mais l'Égypte ancienne était dans un contexte vraiment difficile. La Rome ancienne était dans un contexte difficile, dans le sens où il y avait beaucoup au nord, de tribus, on va dire, barbares, qui s'entretuaient les unes les autres, qui se massacraient les unes les autres. Ouais. Donc, on peut voir Rome a calmé un peu tout ça, mais n'a pas assimilé. C'est pour ça qu'il faut revoir un peu l'histoire où n'ont pas détruit, c'est juste des conquérants, puis ce qu'ils voulaient, c'est les ressources, comme on entend parfois, mais c'est plutôt lorsqu'on lit des auteurs, là, des historiens comme Santiago Posteguillo, qui est plus espagnol, et d'autres que le nom ne vient pas, là, mais on voit que non, il y avait une volonté d'apaiser, et même souvent les peuples appelaient les Romains à venir les aider parce qu'ils étaient tannés de se faire massacrer. Donc, ils ont comme fait un empire dans lequel tous avaient sa place. Il y avait plus de 200 religions qui coexistaient en même temps, vraiment au christianisme qui a pris à un moment donné de la place et puis qui a changé un peu les choses, pour le bon et pour le mauvais, mais dans le sens où avant, il y avait une place pour tous, en fait. Donc, il y avait une assimilation de la culture, Et la preuve de ça, quand ils ont eu une conquête de la Grèce ancienne, tout le panthéon gréco-romain, la religion, la mythologie gréco-romaine, qu'on l'appelle, c'était une version grecque romaine de l'ancienne grecque. Ah ouais? Grèce, en fait. Donc, c'était pas une conquête, on détruit toutes les cultures,
Mais non, c'est au contraire, on a essayé de comprendre la culture et même intégrer la culture. C'est une meilleure approche. Qui est une approche plus d'union, comme on disait tantôt, au niveau des séparations, qu'on peut voir aujourd'hui des oppositions, mais eux, c'était plus une vision d'intégration, en fait, et de vivre et laisser vivre, si on veut. Vivre ensemble, on en a parlé, puis ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est harmoniser les différences, encore une fois. Exact. C'est le gros défi qu'on a comme individu. On est souvent confronté à des choix. Bon, qu'est-ce que je fais? Des fois, on dit dans le langage populaire, la tête a des raisons, le cœur a d'autres raisons. Ben, il y a comme un conflit entre les deux. Ou l'expression, c'est la tête a non, le cœur a des raisons que la raison ignore. Des fois, Ouais. on est nous-mêmes en contradiction avec des choix qu'on a à faire au quotidien. Donc, c'est déjà de réussir à harmoniser ces différences-là en nous peut nous aider à harmoniser et de voir les différences entre entre individus, en fait. Un gros merci, Michel Binette, d'avoir été là. On s'en va en musique, puis on se reparle dans quelques semaines. Parfait. Merci beaucoup pour le temps. Merci. Bye bye.